Alors, le Ruban Vert, je pense que c'est un nouveau venu pour beaucoup d'entre vous. C'est une petite association du nord de Lyon, dans un terrain que la plupart d'entre vous considèrent sans doute comme irrécupérable. Mais c'est quand même une association qui a à peu près 15 ans d'histoire, puisque le Ruban Vert est né de la création, de l'existence d'une association qui s'appelait Chaumont Environnement. Chaumont, c'est un petit village qui a comme caractéristique d'être au milieu du lecte et d'une forêt syndicale, intercommunale, qui a été léguée par les descendants du baron Thénard, grand chimiste imagé comme Thénardier par M. Victor Hugo. Donc c'est quand même, il y avait une mauvaise image, et donc ils ont décidé de protéger, de faire une forêt, de dédier cette forêt à l'entretien des orphelins. C'est pas complètement anodin, parce que ça veut dire que cette forêt a été pérennisée. Et donc, il y a une forêt qui existe et qui est gérée par l'ONF, et qui, depuis presque 20 ans, il y a eu déjà un peu de discussion entre des gens qui trouvaient que la forêt ne devait pas être exploitée trop industriellement. Et donc voilà, ça c'est premier chemin. Deuxième chemin, je suis moi-même, j'ai passé mon enfance dans cette région, et donc je travaille à Paris dans l'environnement. J'ai entendu parler de biodiversité. À un moment donné, j'ai réussi à faire un audit de biodiversité en disant il faut faire un point zéro sur ce lac Thénard parce que ça a déjà changé par rapport à mon enfance. Et donc, en juin 2013, il y a eu un audit fait par le service du patrimoine naturel du muséum qui a été présenté à la population avec des recommandations de gestion qui ont fait qu'il y a eu une réunion extrêmement houleuse entre les agriculteurs d'un côté et les écologistes de l'autre sur ce territoire qui n'avait jamais eu ça. Et donc les gens de l'association nous ont dit écoutez, reprenez l'association et travaillez là-dessus si vous voulez. Et donc on a décidé de travailler là-dessus en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour l'écologie dans cette région. Et il fallait faire quelque chose d'important, c'est-à-dire de la trame verte. Ma présentation n'est pas très... Attendez, je vais commencer par la carte. Désolée, voilà. Le territoire dont il s'agit, désolée, je ne suis pas une experte des SIG, donc c'est une mauvaise photo. C'est un territoire qui est entre la forêt d'Hôte et le Gâtinais en Bourgogne, donc les bois et les étangs du Gâtinais, qui est entre, ici vous ne voyez pas très bien, mais c'est Villeneuve-sur-Yonne, il y a Sens juste au-dessus et Joigny juste en dessous. Et puis ici, vous avez un grand carrefour autoroutier avec la A6 et la A19. Et quand on regarde ce petit cheminement jaune, c'est les trames de biodiversité qui figurent dans le SRCE, schéma régional de cohérence écologique, avec marqué continuité écologique à restaurer ou préserver. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille. C'est un objet extrêmement petit, ça fait une quinzaine de kilomètres de long, une dizaine de kilomètres de large. Et vous voyez, il y a des autoroutes à franchir, c'est entre des routes, mais grâce à ce lac Thénard, il y a une petite colonne vertébrale avec quand même des bosquets. Donc ça c'est le territoire, et la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire refaire une trame verte dans cet endroit, sachant que clairement, vous voyez que c'est un territoire, il n'y a pas beaucoup de forêt, et personne, c'est de la grande culture, personne n'imagine, il y a des maisons, il y a des villages, etc. Personne n'imagine que cette grande culture va miraculeusement repousser en forêt. Donc, comment on peut évoluer? Je remonte un petit peu. Désolée pour ce... Alors voilà, le ruban vert. On a donc un certain nombre d'activités qui sont, depuis 3 ans, on a quand même une centaine d'adhérents depuis 3 ans. La première de nos activités étant de promouvoir dans les fêtes de village, les vides-greniers, etc., d'informer, de faire des réunions, des conférences et des visites de terrain. Donc des choses qui sont assez attractives, les sorties chauve-souris, vous verrez de temps en temps nos activités dans l'agenda de Bourgogne Nature. Des conférences scientifiques, on a fait une exposition sur les haies, on en a fait une cette année sur les forêts, on devrait en faire une l'année prochaine sur les mares, puisqu'on est en train de faire un inventaire des mares de ce territoire. On fait aussi des petites actions de troc de plantes, ça c'est presque de la sensibilisation. Plus ambitieux, on recommence à essayer de faire planter des haies. Ici vous en avez encore. Chez nous, elles ont été toutes enlevées, donc on essaie d'en faire remettre quelques-unes, avec l'aide de la région, etc. On fait de l'apiculture varée. Le Gâtinais est un endroit évidemment très traditionnel, enfin d'apiculture très traditionnelle, voire industrielle. On essaie de refaire de l'apiculture varée qui est plus écologique. Et on fait des sauvetages d'amphibiens avec l'aide de la SHNA, soutien méthodologique de la SHNA et soutien du département. Donc ça, voilà, ça fait vivre l'écologie sur le terrain.
On va dire que ça fait trame, mais ça fait vivre l'écologie. Et puis on essaie de se faire connaître auprès des administrations, avec des partenariats avec les autres associations évidemment, et avec les autorités, notamment sur les questions de protection des eaux. Alors, le projet d'ensemble, c'est encore un peu indécis, parce que la continuité écologique, on n'a pas trouvé beaucoup de méthodologie pour dire comment on fait, ça veut dire quoi, comment on fait passer la forêt d'Hôte vers le Gâtinais. La forêt d'Hôte, il y a des gens qui la connaissent très bien, Daniel Bourget, la PNEB est un des meilleurs experts, et restaure, etc. Mais on se dit bien comment on va faire circuler ces milieux-là. Et donc, on se dit forcément qu'il y a au minimum un peu de transformation de l'agriculture. Il y a au minimum une gestion forestière sur les forêts existantes et des forêts nouvelles qu'il faudrait planter pour faire continuité. Il y a clairement la modération de l'urbanisation. On est dans un territoire, c'est à 120 km de Paris, autant vous dire qu'il y a des gens qui travaillent à 9000 personnes à Sens, qui prennent le train tous les jours pour aller travailler à Paris, ce qui veut dire qu'ils habitent jusque dans ces endroits-là, parce que le terrain est évidemment moins cher qu'à Melun ou à Marne-la-Vallée. Et donc, il y a une vraie pression urbaine. Et puis, comment on fait la gestion des territoires publics, de l'éclairage, de l'entre-des-fauches tardives, etc. Donc, on essaie de voir quel dosage on peut avoir pour tout ça. Et en l'absence de méthodologie existante, on a trouvé une chose extrêmement importante, c'est que autant la maîtrise foncière, enfin, la forêt d'Hôte, c'est une forêt, elle est classée forêt. Le Gâtinais, c'est des bois qui sont également protégés, mais nous, on est sur un terrain où chacun est maître chez lui. Je veux dire qu'un agriculteur, si on lui dit « ça serait bien que vous remettiez une forêt », je veux dire, déjà, il ne l'entend même pas, il n'est pas là pour l'écouter, ensuite il vous regarde avec des yeux ronds, et troisièmement, soit il éclate de rire, soit il se fâche. Mais en tout cas, il n'a pas l'idée que ça pourrait être à lui de le faire, et il ne voit pas pourquoi, et ce n'est pas son intérêt. Donc, on est bien avec un défi qui est essentiellement sociologique et économique. Comment on fait pour que les acteurs soient contents de faire cette trame, chacun étant maître de ses décisions. Et vous savez tous que le SRCE n'est pas opposable, donc il n'est pas dans les plans d'occupation des sols, il n'est pas, enfin voilà, il est indicatif. Donc on a décidé, devant un certain nombre de blocages, parce que comme vous voyez, entre 2013, où il y a eu le rendu de cette, un peu les premières indications du muséum sur vous pourriez faire une réserve biologique intégrale, j'en entends encore parler, je peux vous dire, même si on a dit non, on renonce, on n'en fait pas. Je veux dire, vous pourriez faire de l'agriculture biologique un peu plus? Non. Donc, on a décidé de prendre une démarche carrément de territoire et de commencer par essayer déjà de comprendre les acteurs. Donc, de sortir de cette logique du yaka faucon avec nous, environnementalistes, qui disions pourriez-vous faire ceci s'il vous plaît, ou faites ça parce que c'est pas bien de ce que vous faites. Et le monde agricole, chasseur et local, enfin essentiellement, qui disait non mais attendez, halte aux écologistes, on a eu quelques panneaux dans la campagne, maintenant on a arrêté. Et donc l'audit de territoire a été une première étape pour essayer de rassembler les points de vue autour de ce questionnement. Alors l'audit de territoire, ça on a déjà vu, il y a une douzaine de communes. L'audit patrimonial de territoire, c'est une méthode qu'a mise au point AgroParisTech, avec un professeur qui s'appelle Ambroise de Montbel, qui est appliqué dans des territoires difficiles comme Sivins maintenant depuis les événements, et donc qui a mobilisé un étudiant pendant 3 mois d'AgroParisTech grâce au financement de la Fondation Nature et Découverte. Et donc la méthode qui est au point et qu'on a appliquée, c'est une méthode qui est extrêmement rigoureuse et normée, avec nous étions le commanditaire, mais l'étudiant a fait son étude en très grande indépendance, qui est donc voilà, le territoire, il est là. Vous voyez qu'il a une difficulté, c'est qu'il est déjà sur 2 communautés de communes. Il est tout au bout du département, tout au bout de la région, et donc il est un peu oublié. La démarche, c'est un questionnaire qui est le même pour toutes les personnes auditées. Il y a eu 70 personnes auditées quand même, enfin donc de toutes les catégories, avec une identification du territoire, un diagnostic des actions engagées, donc diagnostic des actions pour l'environnement, une espèce de prospective, donc chaque acteur est interrogé sur la façon dont il voit évoluer le territoire, dont on voudrait voir évoluer le territoire, etc. Et puis des propositions d'action. Et donc, il y a eu à la fin août, c'est tout récent, une restitution de cet audit, où il y avait quand même une 50aine de personnes, pas beaucoup, pas que les personnes interrogées, loin de là, mais différents acteurs.
qui sont venus écouter la restitution, la valider. D'une certaine façon, ça a donné une espèce de validation collective de cette vision du territoire. Une déontologie était très précise, c'est que les entretiens sont libres et volontaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont refusé de participer. Il était confidentiel, c'est-à-dire que l'étudiant a fait toute la synthèse des réponses, mais il n'a jamais dit qui avait dit quoi. Donc ça donne un audit qui est la voix des gens, mais qui n'est pas attribué et qui est au contraire quelque chose d'anti-conflictuel. On va dire, ça ne crée pas de conflit, puisque justement on ne sait pas qui a dit les choses. On s'en doute un peu parfois, mais c'est pas dit. L'expertise recueillie n'engage ni nous, ni les auditeurs, ni personne. L'auditeur engage sa responsabilité personnelle sur la qualité. Je ne vais pas vous faire tout passer, mais clairement, on a vu que c'était à la fois un territoire naturel avec des enjeux eau, biodiversité, forêt et paysage, un territoire agricole dans lequel, alors c'est un territoire agricole, grande culture et quasiment monorotation, malgré quelques expériences minimes. Bon, il commence à y avoir des cipans, etc. Mais on est quand même dans de la grande culture, un tout petit peu d'élevage et une diversification qui commence, un dynamisme rural un peu en perte de vie. C'est un territoire qui est intéressant. La problématique des corridors est une problématique, là c'est moi qui parle, on est entre deux. Je veux dire que les gens de la forêt d'Hôte, ils savent où ils sont dans la forêt d'Hôte. Les gens du Gâtinais savent qu'ils sont dans le Gâtinais. Là, ils savent pas où ils sont. Et ils ne sont pas vus ni par eux-mêmes, ni par les gens de l'extérieur, comme appartenant à un territoire qui a une identité. Et donc, il y a une espèce de perte de vie. Les gens sont très attirés vers Sens ou vers la vallée de l'Yonne. Cette absence d'identité est un peu un... Il n'y a pas la 3G, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est un milieu qui se sent un peu entre deux. Bon, pour tout le monde, les agriculteurs, alors ça c'est la carte du relief, donc vous voyez un plateau, vous voyez beaucoup de grandes cultures, et puis le rouge c'est les pentes, donc c'est un milieu où il y a à la fois du plateau argileux, des vallées, donc ça va dans les milieux crayeux, et des pelouses calcaires intéressantes, notamment quand c'est rouge et exposé au sud. Voilà. Et puis des petits ruisseaux, parce que dans ces vallons, il y a évidemment, c'est un territoire qui a beaucoup de têtes de bassin pour 3 petites rivières. Bon, pour tout le monde, les agriculteurs sont clairement au centre de la problématique, à la fois parce c'est eux qui ont le pouvoir, ils ont la maîtrise foncière et ils ont le pouvoir politique dans les mairies. Ils sont responsables d'une partie des problèmes vécus, perte du bocage ou pollution des eaux, et ils subissent aussi la problématique puisque c'est les premiers utilisateurs de l'eau. Et ils commencent à constater la perte des auxiliaires de culture, donc ils ont besoin pour les févroles, etc., ils ont besoin d'abeilles, il y en a moins, et ils subissent des aléas climatiques très importants. Et puis les premiers concernés, c'est les habitants. J'ai parlé un peu de cette pression urbaine, donc il y a beaucoup de néo-ruraux. Ils sont responsables des désordres aussi, parce que les néo-ruraux ne connaissent pas vraiment la nature, donc ils veulent des trucs propres. Pour eux, la nature, c'est sale. Il y a qu'un hier qu'on voyait. Ils utilisent plus de produits chimiques, enfin ils utilisent pas mal de produits chimiques, et ils ont des conséquences sanitaires, ils pensaient venir à la campagne et trouver du bon air, et c'est pas le cas, et ils subissent des inondations. Donc toute cette gestion de problèmes a été largement commentée, problème de biodiversité d'air et eau, difficulté, très grande complexité notée par tous les gens qui essaient de changer. Je vais très vite, mais tout ça est disponible sur notre site internet, lerubanvert.net. Une filière bio qui est là aussi très loin de tout. On est très loin de la chambrière de l'Aube, on est très loin des séchages de luzerne. Et donc, il y a une pression sociale. Les agriculteurs se sentent pointés du doigt, très critiqués. Ça va trop vite pour leur modèle économique et leur façon de penser et leur rythme de l'agriculture, qui est quand même annuel. Du coup, il y a une forte diminution du nombre d'actifs et on arrive à avoir un couple qui gère plus de 400 hectares, un monsieur, une dame, enfin, qui gère 400 hectares en grande céréales. Il n'a pas vraiment le temps de se demander comment il peut passer en bio ou s'il peut planter une haie. Et un débat agricole qui empêche, une gestion des eaux qui est très compliquée parce que le nombre d'acteurs du monde de l'eau est très grand et ne correspond pas du tout aux frontières du territoire. Il y a les communes, il y a les syndicats de rivières. On a 3 petites rivières, donc les syndicats de rivières les gèrent une par une, sans parler de la vallée de l'Yonne, etc.
et l'absence d'identité dont je parlais, qui est un territoire qui ne sait pas où se placer, par qui être soutenu. Tout le monde est loin. Quand il faut aller à la Dréal, c'est loin. Quand il faut aller au département, c'est loin. Et donc, et les intercommunalités, la réforme NOTRe a été très incriminée par les acteurs en disant les maires de petites communes ne se sentent pas bien dans cette réforme parce qu'ils ne peuvent plus décider grand-chose, il faut qu'ils aillent loin. Je vais aller beaucoup plus vite. Voilà, la prospective, il y a eu des horizons. Disparition de l'élevage à 2030. Il reste 5 minutes ou 10 minutes maintenant que ça sonne? 5. Menaces, conséquences du scénario, voilà. Réveil des acteurs, accompagnement du monde agricole. Donc ça, c'est un peu ce qu'ils ont commencé à voir comme scénario positif. Et l'apport, on arrive dans l'apport de cet audit, c'est finalement qu'ils ont commencé à prendre conscience à la fois du fait qu'il pouvait y avoir des décisions qui soient à la fois bonnes pour l'environnement et bonnes pour eux. Le marché parisien qui est très preneur de culture bio, de culture locale, est quand même qu'à 100 km, donc ça peut commencer à être intéressant. Donc ils commencent à voir qu'il y a des pistes possibles qui combinent un peu ces nouvelles pratiques agricoles, un respect de l'environnement. Ils commencent à se dire qu'ils ne sont pas tout seuls à penser, il y en a plusieurs qui pensent, mais jusqu'à présent ils pensent très individuellement, parce que l'état d'esprit dominant du monde agricole n'est pas forcément celui-là. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même, qu'ils étaient quelques-uns. Donc il y a des scénarios positifs qui ont essayé d'être ébauchés. Bon, il y a évidemment des tas de menaces qui pourraient empêcher le scénario positif, il y a des atouts. Il y a un territoire à potentiel. Je vais juste vous montrer l'avis, je passe très vite. Il y a des propositions d'action et donc il y en a pas mal. Voilà, objectif, action. On a quand même dit, voilà, il pourrait y avoir une continuité en restituant du bocage, remettant un peu de polyculture. Enfin, c'est des idées qui ont été émises par différents acteurs, et de même pour l'eau. On pourrait imaginer d'étendre les zones enherbées, de remettre en prairie des fonds de petites vallées, ou les fonds de vallons éventuellement pas très irrigués, mais qui aujourd'hui sont cultivés. Et voilà, et il y a une réflexion, alors j'ai enlevé les planches, hein, il y a des réflexions sur comment on peut travailler ensemble, il y a un chemin de changement, il y a des attentes à l'égard des commanditaires, les attentes, voilà. Beaucoup attendent d'être informés de la suite de l'audit avec un partage de la restitution, donc on diffuse, merci de nous donner l'occasion d'en parler ici, mais il a surtout été diffusé localement. D'autres attendent que l'association... Le problème, c'est une fois qu'on a constaté cet état d'esprit, à la fois de prise de conscience, d'acceptation de certains changements et de très grande prudence quant au nécessaire intérêt économique des changements, on se dit, oui, est-ce que quelqu'un va s'en occuper? Enfin, la Chambre d'agriculture a des conseillers, mais elle n'a pas le temps, enfin, elle s'occupe de tout le département. Donc, on constate que les moyens actuels ne sont pas suffisants, et donc il faudrait que quelqu'un s'occupe de faire quelque chose, un peu plus, de faire circuler des actions, des idées, des actions. Certains proposent qu'effectivement le ruban vert, qui est un autre facilitateur de territoire, parce qu'il est aussi contesté. Et donc l'audit a été fini tout récemment, puisque c'était il y a un mois. En conclusion, il y a effectivement, ce qu'on constate, c'est que cet audit, avec une personne, a été intéressant et a changé le climat. Il a changé le climat d'une part, parce que c'était un diagnostic désintéressé, je veux dire que ce n'était pas un acteur du territoire qui travaillait, et d'ailleurs il est parti ailleurs, enfin il n'a plus de rapport avec ce territoire, et donc les gens se sont dit, ah oui, s'il est là, d'abord c'est que ce qu'on fait est intéressant, cette démarche est intéressante, puisqu'il y a quelqu'un qui s'y intéresse, mais en même temps, il n'a pas d'enjeu personnel, donc ça crédibilise, cette légitimité a été importante, qui a mis les acteurs en position d'agir ensemble, et qui leur a très clairement dit, écoutez, moi je vous ai tous écoutés, il y a du potentiel sur les territoires, mais si ce n'est pas vous qui vous prenez en main, personne ne le fera pour vous. Vous êtes au bout du monde pour la région, vous êtes à l'extérieur du monde pour l'Île-de-France, donc c'est à vous de faire ou personne ne fera. Et donc ça a donné une certaine envie d'agir. On va voir, voilà. Avec comme premier chantier prévu, un chantier sur la qualité de l'eau qui est vraiment sorti comme le premier chantier difficile, enfin, le plus critique, le plus sensible, et pour la population et pour les agriculteurs.
avec donc nos projets pour dans un mois. C'est d'essayer de voir si ça a marché. Les réunions sont montées, donc il y a beaucoup d'incertitudes pour savoir s'il va y avoir une suite ou pas. Pour constituer un petit groupe pionnier d'agriculteurs avec la Chambre et avec les filières aval et éventuellement amont pour savoir si on peut faire un travail sur la qualité de l'eau. Et ça supposera sans doute de mobiliser, sinon pas un stagiaire pour 3 mois, mais plutôt une personne, un thésard, un chercheur, enfin quelqu'un comme ça. Donc on est en train de réfléchir au financement. Et clairement qui puisse ensuite aller plus loin, montrer faire avancer un certain nombre de chantiers, avec toujours une dynamique d'action assez concrète, même modeste, de façon à ce que les gens voient que ça bouge, et en même temps des questions un peu plus théoriques sur jusqu'où il faut aller pour faire cette trame verte, parce que là, on a fait un audit, on commence la qualité de l'eau, on change un peu les pratiques agricoles, on n'est pas encore à restaurer de la continuité forestière. Mais donc, on est aussi preneur de savoir qu'est-ce qu'il faut, jusqu'où il faut aller là-dedans. Donc, c'est que le début d'une histoire qui devrait être longue. Et merci d'avoir écouté cette petite étape intermédiaire. Merci pour cette présentation. Deux questions dans la salle. J'en ai une pour commencer. Est-ce que la question du changement climatique est revenue spontanément ou est-ce qu'elle a contribué à la prise de conscience de la diversité des enjeux et de l'intérêt de rétablissement de continuité écologique? Clairement, il y a 3 ans, quand on a commencé à dire, écoutez, il y a une trame, il y a du changement climatique, les interlocuteurs étaient extrêmement sceptiques. Le changement climatique, c'était pour la COP de Paris, etc. Et encore. Donc, la notion de trame n'était pas du tout comprise. Je peux vous dire que maintenant, dans l'audit, le changement climatique, c'est devenu un fait. Il n'y a plus de climato-scepticisme. Les gens savent, les agriculteurs sont inquiets, car cette année ne va pas les améliorer. Mais les années précédentes n'étaient pas tellement mieux non plus. Donc, il y a une perplexité sur comment on va s'adapter à ça. Et il y a une certaine ouverture, parce qu'ils sentent bien. Je veux dire que les CIPAN cette année, il n'y a pas eu un seul CIPAN qui a levé. Donc les terres sont restées nues depuis tout l'été, malgré des bonnes pratiques. Donc ça pose quand même beaucoup de questions et ça donne une écoute face à quelque chose qui pourrait apporter des réponses à ça. Donc oui, bien sûr, le changement climatique est présent. Oui, bonjour, Claire. C'était juste pour dire que, a priori, vous êtes très très bon candidat pour la prochaine initiative Territoire engagé pour la nature qui devrait débuter en fin d'année sur tout le territoire. Donc je t'incite à vraiment veiller à ça, pour autant que la collectivité s'engage, ce sera quelque chose pour les collectivités. Et donc ça fait quand même 1 an que ce travail se fait sur l'initiative Territoire engagé pour la nature et que j'espère qu'elle démarrera dès le début 2019. Donc pour plus d'informations, on pourra en parler. Je ne peux pas monopoliser la parole. Mais je suis très contente de cette question et je vais en répondre par une autre question. C'est qui la collectivité? Parce qu'on est à cheval sur 2 communautés de communes et on n'est qu'un tout petit bout de chacune des 2. Je veux dire que la communauté d'Aglo de Sens, elle nous considère comme... D'abord, on est nouveau venus, il y a 3 communes, et donc, elle n'est pas très sensible encore à l'importance d'une continuité qui, entre la forêt d'Hôte et le Gâtinais, dont aucune est chez elle. Donc, on va avoir un petit problème d'identification de la collectivité pertinente. Ça peut être quelques maires, mais sur les 10 maires concernés, il y en a 3-4 qui ont bien compris. Il y en a 3 qui sont plutôt positifs, mais il y en a aussi 3 ou 4 qui sont assez négatifs, qui n'ont pas voulu répondre à l'audit. Donc la notion de collectivité est elle-même questionnée par ces questions par les trams. Le sujet des trams n'est pas facile, parce que c'est toujours de l'entre-deux. Donc voilà. Mais, merci, on en reparlera. On en parlera. Votre démarche, je suis vraiment intéressante et vous dites que vous êtes utilisé.
Oui, votre démarche est intéressante et l'audit que vous avez utilisé, moi je l'ai déjà pratiqué, est vraiment pertinent, ça c'est sûr. Mettre les agriculteurs au centre, compte tenu de la situation, nous semble également très pertinent. En revanche, vous voulez faire des changements de cap au niveau agricole, et ça ne passera pas. À mon avis, c'est des modifications des pratiques quotidiennes sur lesquelles les agriculteurs adhèrent. Alors, je ne veux pas vous conseiller, rien du tout, mais je pense que ce sont les démarches agroécologiques qui sont pertinentes, et c'est ça qu'un agriculteur aujourd'hui est capable de s'accaparer. Votre agriculteur de 400 hectares, vous lui parlez d'agroécologie, il va être réceptif. Il va être très réceptif à ça. Si vous lui dites demain matin de mettre de l'élevage ou de faire les haies, alors ça, il vous dira non. Donc il ne faut pas faire des changements rapides. C'est des petites choses. Et puis il y a un cadre législatif, c'est la loi d'avenir de Stéphane Le Foll, avec les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, sont des outils qui permettent à des agriculteurs, s'ils le veulent, de bouger. Et je vous signale que dans le département de Lyon, il y a des groupements qui sont exemplaires. Donc voilà, tout ça, moi je trouve que votre démarche est intéressante. Je trouve qu'au niveau des agriculteurs qui posent des tas de problèmes, et je veux pas, c'est pas un jugement de valeur de ma part, qui posent des tas de problèmes, et puis bon, il faut les comprendre aussi. Hein, c'est le changement, l'homme, il n'aime pas le changement d'une manière générale. Donc, il faut des pratiques, comment dirais-je, progressives. Mais c'est pas évident. Mais c'est pas évident. Hein. Sachez que sur nos territoires morvandiaux, c'est pas plus évident. Hein. Effectivement, moi je pensais que par exemple les haies, ça faisait un peu partie de l'agroécologie, mais merci beaucoup de ces conseils et je m'en servirai d'ici. Ça serait prétentieux de dire que ce sont des conseils, mais ce sont des démarches. Ouais, merci beaucoup. Juste pour rappeler que d'après, si le SRCE n'est pas opposable, en fait, la loi dit qu'il y a obligation à préserver et à restaurer des continuités écologiques. Et s'il n'y a pas obligation de moyens, il y a obligation de résultats. Alors, on n'en est pas à évaluer les résultats et à forcer les pouvoirs publics à adopter des mesures pour qu'il y ait des résultats. Il faut bien avoir en tête quand même qu'il y a obligation de résultats. Et un jour, on demandera des comptes au préfet, aux autorités diverses, pour savoir s'il y a eu des résultats. Il faut l'avoir en tête. Donc du coup là on parle de trame verte, mais on n'évoque que la strate arborescente, on parle de la forêt, beaucoup. Une autre trame verte qui est la strate herbacée, qui pourrait être évoquée notamment, c'est les bords de route. Il y a beaucoup de départements qui travaillent là-dessus, sur la gestion différenciée des bords de route, qui sont de formidables corridors écologiques. Il y a des études dans d'autres départements, je ne sais pas où on en est dans Lyon, mais c'est vrai que c'est un autre acteur qui pourrait être mobilisé, qui est le département ou le gestionnaire des routes. Et cette gestion différenciée est bien documentée ailleurs. Il y a des espèces indicatrices des forêts, je pense aux gros carabes ou des grosses carabées, qui utilisent ces corridors-là. Et c'est un autre levier, un autre moyen aussi de sensibiliser les gens, parce que quand il y a des panneaux gestion différenciée des bords de route qui voient des fleurs et des choses, et bien ça travaille mine de rien. Tout à fait, mais le département le fait d'ailleurs dans notre région, enfin, le département de Lyon le fait et c'est très efficace, enfin, presque partout. Les communes ne le font pas forcément, et on a des communes qui sont sous pression des habitants pour faire plus tôt, parce que c'est mauvais pour la sécurité, parce qu'il y a la visibilité, parce qu'en fait, donc il y a aussi de la résistance à ça sur les petites routes. Alors nous, on se met entre deux départementales essentiellement, mais ça aussi, ça avance pas très très vite. Alors, je vais juste compléter les propos de Patrice Notegel. L'obligation par la loi Grenelle, c'est l'obligation que le législateur a donnée à l'État de restaurer les trames vertes et bleues. Par contre, la seule obligation administrative, c'est que les SCOT, schémas de cohérence territoriaux, qui doivent être mis en place sur tous les territoires, prennent en compte la carte que vous avez montrée, donc la carte de la trame verte et bleue. Ils doivent les prendre en compte, c'est-à-dire que ces cartes doivent être reprises, voire améliorées par des études plus appropriées. La carte que vous avez montrée, c'est un extrait de carte régionale à l'échelle du 100 millième. Les SCOT doivent être produits des cartes beaucoup plus fines. Et ensuite, les SCOT, eux, par contre, indirectement, s'imposent
aux plans locaux d'urbanisme, aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc vous, ce qu'il faudrait, c'est que vous sachiez quel est le syndicat mixte qui porte la rédaction du SCOT. On travaille avec eux. Hein. Donc c'est le PETR du nord de Lyon. D'accord. C'est un syndicat mixte qui est en train de le faire. Donc on est effectivement en train de assez attentif. Enfin, on attend la prochaine étape pour voir s'ils ont. On a évidemment envoyé des inputs à ça avant l'audit. Et on va être attentif à la façon dont c'est retranscrit. Ce que j'ai constaté quand il y a eu le SRCE quand même, c'est que au début les trams étaient assez larges et puis à la fin c'est des petits corridors. Et donc c'est là qu'on se demande qu'on a besoin de méthodologie, et on est assez... S'il y a quelqu'un qui le sait, tant mieux. C'est qu'est-ce qu'il faut comme largeur pour que ça soit fonctionnel. C'est quoi une trame verte fonctionnelle? Et on n'a pas aujourd'hui trouvé beaucoup de réponses. Alors, réponse, actuellement, la carte au 100 millième, les traits qui font les corridors, c'est un trait d'égale largeur. Il n'y a pas eu le choix de déterminer une largeur en fonction, parce qu'on ne sait pas. Il faut voir ça comme un axe. C'est juste une direction entre deux points. C'est un trait. Donc après, pour ce qui est du document d'urbanisme, que ce soit le SCOT, le PLU, ça n'est que sur la notion de constructibilité. C'est-à-dire qu'il faut éviter que les documents d'urbanisme ne verrouillent les corridors qu'il faudrait pouvoir maintenir. Donc ça n'agit pas sur l'agriculture, ça n'agit pas sur la sylviculture, ça n'agit pas sur la gestion du sol en dehors de la constructibilité des sols. Ensuite, je vous invite à vous rapprocher de la DDT, parce que des acteurs qui veulent s'investir sur la restauration de corridors, il n'y en a quasiment aucun. Donc vous avez au moins cette chance-là, et Luc Mauchamp vous disait que vous allez être retenu sur un appel à projet national, peut-être, c'est ça? Donc peut-être que vous avez cette chance-là. Ensuite, sur ce qui est des leviers d'action, il n'y a pas de fonds propres pour faire, ça va être la bonne volonté des acteurs locaux. En agriculture, effectivement, il a évoqué l'agroécologie. Donc moi j'aurais dire l'agroforesterie, parce qu'avec des céréaliers, leur faire passer l'idée de planter des arbres dans des céréales, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ils sont nombreux à l'avoir essayé en France, voire de convertir une partie de leurs céréales en herbe. Et aujourd'hui, avec les manques d'herbe, je peux vous dire que l'herbe est tellement rentable à la vente, et pas en local, mais vers une exportation, par exemple, sur les territoires qui sont en déficit. Là, vous avez certainement un argument économique qui peut être très très fort. Et on vous donnera les coordonnées d'agriculteurs qui ont basculé en agroforesterie en Nièvre, notamment, et qui étaient céréaliers d'origine. Donc c'est-à-dire que là, vous avez peut-être par le biais des exemples entre agriculteurs, parce que ce qui marche en agriculture, c'est aller chercher l'agriculteur d'à côté qui a fait et qui a marché, c'est celui qui s'est planté. Et c'est vrai que je crois que cette année, le foin est plus cher que le blé, ce qui est quand même paradoxe. Donc on va passer